Bonjour Mariam. Bonjour Rachid. On va d'abord regarder dans les assiettes des Marocains qui sont en train d'ailleurs de changer. Oui, les Marocains réinventent leur façon de manger sous l'influence des réseaux sociaux. Et oui, c'est le constat partagé aujourd'hui par Média24, un constat qui est issu de l'analyse de plus de 121 000 données collectées par une agence de communication ici même au Maroc. Et résultat, on ne mange plus seulement pour remplir son ventre, mais surtout pour exprimer son identité et ses convictions. Alors, quelles sont les tendances? D'abord, l'explosion du véganisme, et oui, ici au Maroc, et aussi du jeûne intermittent. On a aussi un retour des super aliments locaux comme le curcuma ou encore des graines aussi très consommées. Mais on a aussi des extrêmes avec des régimes, cette fois-ci 100% carnivores, qui gagnent du terrain. C'est donc une nouvelle assiette au Maroc qui reflète des changements culturels assez profonds où ce que l'on mange traduit surtout un mode de vie, un rapport au corps et surtout une nouvelle vision de la santé. Mais est-ce que ces changements ne sont pas aussi le reflet d'une réalité sociale beaucoup plus complexe et justement telle qu'elle nous offre une tribune qui questionne surtout la place de la viande rouge dans nos habitudes culturelles? Est-ce qu'elle reflète aussi des inégalités sociales et surtout est-ce qu'elles répondent aussi un souci par rapport à l'urgence climatique? Constat aussi cette fois-ci, au Maroc on consomme environ 17 kg de viande rouge par personne et par an, alors que les recommandations internationales elles tournent autour des 5 kg par an. On consomme donc 3 fois plus de viande que la moyenne internationale. Mais cette consommation, elle n'est pas uniforme. Et oui, sachez-le, surtout pour les ménages les plus modestes, les kbir représentent jusqu'à 40% de leur consommation annuelle. Autrement dit, la viande rouge reste un produit rare avec surtout aujourd'hui l'explosion des prix au kilo avec la viande d'agneau, malheureusement, qui frôle désormais les 200 dirhams. C'est aujourd'hui du jamais vu. Mais autre enjeu, on l'a vu, l'enjeu sanitaire et environnemental, parce que l'élevage pèse environ 14,5% des émissions mondiales. En somme, derrière notre assiette, il y a des réalités multiples, on l'a vu, culturelles, sociales, mais surtout économiques. Alors, est-ce que nos assiettes doivent ou vont tendre vers un mode de vie beaucoup plus durable, qui respecte, comme on le voit à l'image, plus l'environnement? Si c'est le cas, le brief nous offre quelques conseils justement pour le faire. Donc, malgré les idées reçues, ce n'est pas quelque chose d'élitiste. On peut dès à présent avoir des gestes simples pour adopter ce mode de vie durable, surtout dans notre assiette, en mangeant de saison, en limitant le gaspillage et surtout en réduisant la viande. En somme, c'est une façon de protéger notre santé, la nature et avant tout notre portefeuille, tout en évidemment redécouvrant nos assiettes. Et quand vous avez parlé de la progression du véganisme au Maroc, j'en ai vu certains à côté de moi qui ont commencé une dépression. Mais bon, allez, beaucoup plus sérieusement, la presse nous parle de cette nouvelle escalade entre l'Éthiopie et le Soudan. Oui, la tension est montée entre l'Éthiopie et le Soudan en début de semaine jusqu'à atteindre une crise diplomatique. C'est ce que nous partage TV5 Monde Info. Pourquoi? Parce que les deux pays aujourd'hui s'accusent mutuellement d'attaques militaires. D'abord, le Soudan a accusé l'Éthiopie d'attaques de drones ciblées sur son aéroport, comme on le voit à l'image, avec des fumées qui montrent cette attaque de drone qui a eu lieu ce lundi à l'aéroport de Khartoum. Et immédiatement, le Soudan a rappelé son ambassadeur en Éthiopie. Également, l'Éthiopie rétorque contre ces accusations qu'elle considère comme étant non fondées, tout en accusant, elle aussi, le Soudan d'envoyer des mercenaires à ses frontières. Le tout, on va dire, dans un contexte où justement la guerre prolifère. Il y a déjà des tensions internes dans ces pays, on le sait, avec la guerre au Soudan, mais aussi au niveau de la région nord de l'Éthiopie, au Tigré, où il y a une guerre qui sévit depuis 2022 et qui a fait plus de 600 000 morts selon l'Union africaine. Une guerre aussi qui pourrait se transformer en conflit régional, c'est du moins la crainte qui est partagée par l'Égypte à travers Al-Ahram. Pourquoi? Parce que l'Égypte voit, une crainte liée à cette inquiétude vis-à-vis de la multiplication des attaques de drones qui seraient soupçonnées d'être lancées de pays voisins, ce qui change du coup la nature du conflit et d'une guerre interne à un risque de conflit régional. Mais derrière les combats, rappelons-le, il y a toujours une réalité humaine et cette fois-ci qui glace le sang. D'ailleurs, la Deutsche Welle nous parle justement de ces enfants soldats ou soldats même qui sont devenus des stars de TikTok. Dans une guerre où on a peu d'images, nous viennent des réseaux sociaux, des vidéos d'enfants armes à la main qui font des millions de vues. Et dans ce pays, on le sait, rongé par la guerre, il y a plus de 8 millions d'enfants qui seraient déscolarisés, parfois vivant dans des camps de déplacés, dont certains malheureusement sont enrôlés dans les combats pour servir de chair à canon, mais surtout cette fois-ci d'outils de propagande. Le risque là
là est sans appel. C'est toute une génération qui est détruite aujourd'hui par cette guerre. Une génération qui sera donc difficile à reconstruire. Mais Africa News nous partage cette initiative en Centrafrique d'une ONG qui aide justement des enfants soldats à se réinsérer dans la société. Pourquoi la Centrafrique? Parce que c'est un pays aussi qui a connu des périodes d'instabilité, notamment une guerre civile entre 2013 et 2018. Alors, cette ONG essaie de les réintégrer d'abord par un accompagnement psychologique, parce qu'évidemment, beaucoup d'entre eux souffrent de syndrome de stress post-traumatique, mais aussi en leur offrant une formation. C'est donc une façon de guérir d'une période sombre de leur vie, mais surtout de retrouver une place utile dans la société, car la guerre laisse surtout des traces indélébiles dans les esprits. La presse se demande aussi si l'on doit avoir des craintes à propos de ce virus bizarre appelé hantavirus. Oui, c'est un virus qui a fait, rappelons-le, 3 morts et qui a été détecté dans un bateau de croisière. D'autres cas de contamination depuis ont été visibles. Donc depuis, eh bien, le monde retient son souffle, mais le devoir nous pose cette question. Est-ce que justement on doit craindre ce virus qui aujourd'hui est localisé sur ce bateau-là? Alors l'article essaie de nous rassurer, ce virus déjà n'est pas nouveau, ce n'est pas un virus mystérieux, il est déjà connu, c'est une famille de virus déjà présente dans le monde. Elle est transmise principalement par des rongeurs, parfois à l'humain, mais dans des cas extrêmement faibles. Mais si cela est avéré, cela peut causer des problèmes respiratoires et surtout ça a un taux de mortalité assez élevé, 30%, c'est donc potentiellement très dangereux. Mais le hantavirus est grave, mais peu contagieuse, c'est donc un risque environnemental ponctuel, mais pas une menace sanitaire mondiale. Mais si on fait un saut dans l'histoire, comme nous le propose The Conversation, eh bien ce n'est pas la première fois qu'un virus voyage à travers un bateau. Déjà en 1720, la peste arrivait à Marseille par bateau, puis récemment, en 2020, c'est le fameux Covid qui a fait le voyage à travers le Diamond Princess. C'est un bateau de croisière également qui était au large du Japon. Et le Hondus, c'est le bateau aujourd'hui qui connaît ce cas de hantavirus. Eh bien, c'est un schéma qui se répète, des scénarios sanitaires et maritimes que l'on revoit donc dans l'histoire, mais vis-à-vis desquels on garde les mêmes réflexes. Un bateau en mer, des malades à bord et surtout des pays qui ont beaucoup de réticence à leur offrir donc une entrée sur leur territoire. Mais autre scénario qui se répète, c'est donc ces rongeurs qui continuent de transmettre des maladies à l'être humain. Et d'ailleurs, la Croix se pose cette question, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on est victime un petit peu de ces rongeurs? Eh bien, tout simplement parce qu'ils vivent très près de nous, dans nos maisons, dans les marchés, parfois dans nos déchets. Ils sont très difficiles à contrôler parce qu'ils se reproduisent très très vite, mais surtout, ils transportent beaucoup de virus que l'on peut respirer sans même s'en rendre compte. Alors, cette situation, nous l'avons vu, fait les gros titres depuis quelques jours, mais Courrier International nous partage le témoignage d'un des passagers qui est actuellement sur le bateau et qui nous dit que ce qui se passe est on ne peut plus réel, car justement tout le monde aujourd'hui est dans cette incertitude et surtout dans cette peur constante de tomber malade sans savoir quand est-ce que tout cela va s'arrêter. En somme, derrière ce problème sanitaire, ce sont surtout des personnes qui attendent de rentrer chez elles. On espère qu'ils vont trouver une solution assez rapidement. Et on y reviendra sur cette histoire de hantavirus à bord de ce navire de croisière. Ce sera tout à l'heure avec l'un de nos invités. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 6 mai 2026. Quel autre 6 mai avez-vous choisi de nous parler aujourd'hui? Je vais vous raconter, Rachid, l'histoire d'une invention très simple, très discrète, mais pourtant qui a changé notre manière de communiquer. Nous sommes le 6 mai 1840 et à Londres naît le tout premier timbre-poste. Avant ça, envoyer une lettre était très compliqué et surtout incertain, oui, car le plus souvent, ce n'est pas l'expéditeur qui payait, mais le destinataire. C'est un prix variable selon la distance et parfois, il y avait des lettres refusées, faute d'argent tout simplement. Et c'est là qu'intervient Roland Hill et son idée est simple mais révolutionnaire. Payer à l'avance, un tarif unique et une preuve collée sur la lettre. C'est la naissance du premier timbre, un petit carré de papier avec le visage de la reine Victoria. Envoyer une lettre devient donc beaucoup plus simple, moins cher et surtout accessible à tous. Et très vite, le modèle s'exporte. L'Europe puis le monde adoptent ce fameux timbre. Le courrier circule, les échanges s'accélèrent. Mais aujourd'hui, malheureusement, cette époque paraît quelque peu révolue. Les lettres se font rares, les timbres disparaissent peu à peu et sont remplacés par les mails, les messages instantanés. Le 6 mai nous rappelle donc que les grandes innovations d'hier finissent parfois par devenir les archives de demain et que derrière chaque message envoyé, en un clic, il y a surtout l'histoire d'un timbre que l'on prenait le temps délicatement de coller sur une lettre. Il faudrait peut-être timbrer les emails. Pourquoi pas. Ce serait pas mal. Merci beaucoup, Myriam Kokaïna. C'était la revue de presse.